Je vous salue de là où vous nous suivez, très chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Bienvenue à ces programmes psychologiques. Voici mon problème. Bonjour à Papa André Tandala. Bonjour Maman Régine, bonjour à tout le monde. Comment comprendre et gérer le phénomène du transfert dans notre vie quotidienne? C'est le thème que vous allez exploiter aujourd'hui. Oui. Voilà, vous avez la parole pour l'expliquer. Merci beaucoup. Alors, le transfert est un problème qui concerne les relations interpersonnelles. De ce fait, nous sommes tous concernés. De façon très particulière, le transfert concerne ceux et celles qui sont engagés dans des travaux ou les activités professionnelles qui nécessitent les rapports interpersonnels, la communication. Ceux et celles qui doivent recevoir et écouter les personnes en difficulté. Ceux et celles qui doivent aider et orienter les autres dans leurs options scolaires, académiques, professionnelles ou autres. Il s'agit donc des assistants sociaux, des psychologues, des médecins, des conseillers juridiques, financiers ou matrimoniaux. Cela concerne aussi des personnes qui doivent s'occuper des groupes de gens tels que les pasteurs, les prêtres, les éducateurs, enseignants, chefs d'établissement, les formateurs dans des maisons de formation religieuse et ainsi de suite. Les problèmes de transfert concernent aussi les rapports entre conjoints, entre amis, entre collègues, des rapports au sein de nos différents groupes de prière, groupes d'encadrement des jeunes au sein de nos églises paroissiales, etc., etc. Bref, le transfert concerne toute activité partout où il est question des relations interpersonnelles. Lorsqu'il s'agit d'une relation où l'un des personnes est un spécialiste dans un domaine donné, alors que l'autre est quelqu'un en difficulté ou ayant besoin d'aide, un conseil, une orientation, une décision à prendre, etc., etc. Alors dans ce cas, on parle d'une relation d'aide. Une relation d'aide. Une personne dans le besoin va consulter un spécialiste, un psychologue, un assistant social, un médecin, un éducateur, un curé, un maître des novices, etc., etc., avec qui il doit faire un cheminement plus ou moins long pour trouver une solution à son problème ou pour pouvoir se comprendre et orienter sa vie. Nous pensons que cela peut constituer l'intérêt tant soit peu de notre thème. Le phénomène de transfert, comment le comprendre, comment le gérer dans notre vie de chaque jour. Étant donné qu'il s'agit d'un thème assez vaste et complexe, pour aujourd'hui, nous allons essayer de répondre seulement à 3 questions principales. Que faut-il entendre par le terme de transfert ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, le transfert en tant que tel, est-ce qu'il est bon ou mauvais? Et enfin, la troisième question à laquelle nous allons essayer de répondre ce matin, c'est comment se manifeste un transfert? Commençons donc par la première question. Qu'est-ce que c'est que le transfert? Pour commencer, il faut dire que le transfert peut se comprendre de 2 manières. Le transfert au sens strict et le transfert au sens large. Au sens strict, le transfert est une notion qui décrit le type de relation qu'il y a entre le psychothérapeute et son patient. Donc une relation psychothérapeutique. Dans cette relation, le patient revit de manière automatique et inconsciente l'expérience de sa relation avec les figures parentales. Autrement dit, le transfert est une transposition de l'expérience de relation qu'on a eue avec les figures maternelles, paternelles, sur la relation qu'on a actuellement avec le psychothérapeute. En quelque sorte, le patient considère le psychothérapeute comme il considérait jadis ses parents, sa mère et son père. Dans sa relation au psychothérapeute, le patient a tendance à réactualiser sa façon de demander attention et considération, ou selon le cas, comme nous le verrons un peu plus loin,
la tendance à refuser de s'ouvrir et de coopérer à l'aboutissement de la relation, comme il se comportait jadis envers ses parents. C'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça que ça peut se passer. Vous allez chez un psychologue pour demander de l'aide, mais il y a ce qu'on appelle résistance, on va y revenir. Vous ne vous ouvrez pas au psychologue et pourtant vous avez voulu que le psychologue, que quelqu'un d'autre, un médecin ou je sais pas qui, un assistant social vous aide, mais vous vous bloquez. Pourquoi? Parce que il y a dans le psychologue quelque chose qui vous rappelle vos relations conflictuelles avec les figures parentales. Cependant, le phénomène de transfert n'est pas une exclusivité du rapport entre le psychothérapeute et son patient. En dehors du cadre typiquement psychothérapeutique, le transfert est présent dans chaque forme de relation, quelle qu'elle soit. Relation professionnelle, relation hiérarchique, chef subalterne dans un milieu de travail, relation pastorale, curé avec ses ouailles, le pasteur avec ses ouailles, relation amicale, relation amoureuse, on va dire même relation au sein d'un club de sportifs, etc., etc. Dans les relations de ce genre, ce transfert est appelé transfert de la vie normale. Tandis que le transfert qui concerne une relation psychothérapeutique, eh bien ce transfert est appelé transfert d'analyse. On peut dire transfert de psychothérapie. C'est autrement dire que dans chacune de nos relations interpersonnelles, il y a toujours un peu de transfert, qu'on le veuille ou pas, qu'on en soit conscient ou pas. Sans être forcément conscient, on revit dans sa relation thérapeutique ou autre les expériences positives ou négatives qu'on a vécues au temps de l'enfance. Quelle est la différence entre le transfert de la vie normale et le transfert d'analyse ou le transfert psychothérapeutique? Essentiellement, la différence entre ces deux types de transferts est la suivante. Dans les relations de la vie normale, les deux partenaires, les deux personnes concernées dans une relation ignorent qu'ils sont en proie de leur côté, chacun de leur côté, à leur propre transfert. Elles ignorent qu'ils sont en train de vivre le phénomène de transfert. Ils se comportent l'un envers l'autre, plus ou moins de la même manière qu'ils se comportaient chacun envers leur figure parentale. Alors que dans le transfert d'analyse, au moins le psychothérapeute est suffisamment préparé pour repérer, comprendre et gérer les comportements de transfert de son patient, de son client. C'est cela la grande différence entre le transfert d'analyse et le transfert de la vie normale. Deuxième question. Le transfert est-il bon ou mauvais? Le caractère bon ou mauvais du transfert dépend du fait que le transfert soit positif ou négatif. Le transfert est qualifié de positif ou de négatif selon qu'il favorise ou pas la relation entre les deux personnes en interaction. Le transfert est positif donc lorsqu'il est caractérisé par des états d'âme, on va dire agréables, c'est-à-dire des émotions positives, telles que la joie, le sentiment de satisfaction. Et ce transfert porte le patient à se rapprocher psychologiquement et même physiquement du psychothérapeute. Dans un tel cas, le client donc tend à oublier qu'entre lui et le psychothérapeute, la relation est strictement professionnelle, clinique, et dont le patient cherche un lien d'attachement au psychothérapeute, brisant ainsi certaines barrières professionnelles et déontologiques et cherchant inconsciemment une relation amicale, intime ou même confusionnelle. On parle d'une relation symbiotique avec le psychothérapeute. Dans certains cas, ce rapprochement peut avoir une connotation hautement érotique, au risque de faire complètement échouer l'objectif principal
de la relation. Tout cela peut paraître de nature à gêner l'action du psychothérapeute ou du consultant. Mais ce qui est positif dans tout cela, c'est que ce rapprochement psychologique crée un espace qu'on appelle un espace de confiance et de confidence qui porte le patient à se sentir libre de s'ouvrir au psychothérapeute. Grâce à ce rapprochement psychologique, donc, il est facile pour le patient de parler sans gêne et sans détour des choses difficilement abordables dans d'autres contextes. Il est donc du devoir de l'analyste, du consultant ou du psychothérapeute d'utiliser à bon escient les sentiments bienveillants que lui porte son patient, son client, afin d'atteindre les objectifs de son action thérapeutique. Dit autrement, lorsqu'on est consultant et qu'on a un client attachant, voire collant, lorsqu'on est pasteur ou maître des novices, par exemple, et qu'on a, entre guillemets, une brebis qui se montre très attachante et affectueuse au point de paraître même encombrante et envahissante, on ne devrait pas considérer cela comme une gêne, comme un embarras. Que l'on sache seulement qu'on a affaire ici à une âme qui inconsciemment voudrait trouver chez son pasteur de l'amour et de la valorisation comme elle aurait voulu en trouver jadis chez ses parents. Au pasteur donc, au consultant, de jouer, n'est-ce pas, avec sagesse et discernement, mais surtout avec la sollicitude pastorale, avec ce qu'on appelle l'empathie. Le transfert est négatif dans la mesure où il est de nature à éloigner psychologiquement et même physiquement le patient de l'analyste, le consultant du client, le pasteur de son noyau, etc., etc. Le transfert négatif s'exprime par l'agressivité plus ou moins directe, par la méfiance et toutes sortes d'attitudes et de comportements allant dans le sens de l'éloignement, de l'évitement. Dans ce cas, le client revit dans l'expérience de sa relation avec le psychothérapeute les traumatismes qu'il aurait vraisemblablement vécu dans ses relations primitives, lequel traumatisme serait alors à l'origine de son malaise, de ses problèmes. Par sa présence et son action, le curé, le psychothérapeute, le maître des novices, etc., l'enseignant même, le chef d'établissement, rappellent le traumatisme de l'enfance. À ce titre, le psychothérapeute, le chef d'établissement, est craint, haï et détesté par celui-là même qu'il est censé aider. Troisième et dernière question. Comment le transfert se manifeste-t-il concrètement? De façon générale, selon qu'il est positif ou négatif, le transfert se manifeste par toutes sortes de comportements de rapprochement ou d'évitement de l'autre. De rapprochement en cas de transfert positif, d'évitement d'éloignement en cas de transfert négatif. Mais de façon technique, le transfert, qu'il soit positif ou négatif, s'exprime par ce qu'on appelle les résistances ou les mécanismes de défense. Les résistances sont les comportements et les attitudes intérieures, souvent inconscientes d'ailleurs, constituant des obstacles à l'aboutissement d'une relation d'aide. Les mécanismes de défense sont des réflexes ou des mouvements psychiques automatiques et inconscients que nous mettons en acte afin de protéger notre monde intérieur d'une situation traumatisante, une situation qu'on qualifierait d'anxiogène. En face d'une situation désagréable, réelle ou imaginaire, nous adoptons inconsciemment une attitude et un comportement qui nous permet de rester suffisamment tranquille, un peu en dehors de ce tourbillon-là psychologique, et cela en dépit de la dite situation, en évitant ainsi de sombrer
dans une psychopathologie. De façon très analogue, on peut dire que les mécanismes de défense sont pour le psychisme ce que sont les anticorps pour l'organisme. Les anticorps nous défendent contre les microbes, les pathologies, on va dire somatiques ou physiologiques, les pathologies donc physiques. Tandis que les mécanismes de défense nous protègent contre les situations et les souvenirs anxiogènes, angoissantes, traumatisantes, des souvenirs par des situations traumatisantes, et donc contre les maladies mentales. Utilisés normalement, adéquatement, les mécanismes de défense sont bons et salutaires. Mais s'ils sont utilisés de façon, on va dire, massive et systématique, alors ils sont un symptôme d'une santé mentale déficiente. Parmi ces mécanismes de défense, on peut citer des choses que nous connaissons très bien: la projection, l'introjection, le déni, l'identification, l'idéalisation. On va citer l'agressivité, le déplacement, le clivage, etc., etc. En principe, le transfert ne devient nuisible que s'il est négatif ou bien s'il est positif avec une forte connotation érotique. Nuisible, il peut être négatif, mais ça dépend aussi de la manière dont le consultant, l'assistant social, le conseiller, le curé, etc., va pouvoir gérer cela. En conclusion pour aujourd'hui, que faut-il déduire de tout cela? Chacun de nous peut en déduire ce qu'il veut, mais nous voudrions vous proposer ici de considérer trois choses très importantes, trois choses qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, dans vos relations, en vous épargnant du piège que peut représenter le phénomène du transfert. Premièrement, première proposition, il faut savoir que dans chacune de nos relations, même la plus anodine, nous ne sommes jamais comme un terrain vide, une table rase. Qu'il s'agisse d'une relation où nous devons nous diriger autrui, ou bien celle où nous sommes sous la direction d'autrui, ou on va dire une relation paritaire, égalitaire, n'est-ce pas, entre copains, entre amis, entre conjoints, eh bien, nous avons toujours avec nous l'héritage de l'expérience de nos relations avec nos parents. Cette expérience peut être globalement positive ou négative. Par conséquent, notre façon de donner ou demander amour et attention, respect et considération face à autrui, eh bien, notre façon de faire cela dépend de cette expérience primitive. Nous transposons presque toujours et inconsciemment l'expérience de nos relations primitives sur nos relations actuelles, au niveau professionnel, amical, dans le mariage et même dans nos rapports avec Dieu, soyez-en sûrs. Deuxièmement, il faut savoir que l'échec ou la réussite d'une relation, quelle qu'elle soit, dépend souvent de la manière dont on gère ce phénomène inhérent à toute relation interpersonnelle. En principe, dans une relation d'aide, c'est au consultant, au curé, au maître des novices, à l'assistant social, au psychothérapeute. Donc c'est à lui de gérer le transfert de son protégé ou son client. Troisièmement, dans la plupart des cas, l'échec d'une relation signifie l'échec de la gestion du transfert. Cela est vrai même dans le cas du mariage ou d'une simple relation d'amitié. D'où cette question: comment alors doit-on gérer le transfert, qu'il soit positif ou négatif? Eh bien, de cela, nous allons pouvoir parler la fois prochaine. Je vous remercie beaucoup. Merci, Papa André Tandala. On va d'abord écouter ces beaux cantiques avant de passer à la partie interactive. L'amitié fidèle, c'est une étincelle aux yeux du bonheur. La force est sans
essentiel, la vie qui ruisselle, un garde du cœur. Histoire divine, que celle de petit roi, un chien qui trottine, toujours devant moi. Petit roi, il se nomme, c'est mon labrador. Si vous saviez comme il a un cœur d'or. Oh, l'amitié fidèle, c'est une étincelle aux yeux du bonheur. Oh, 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 la force essentielle, la vie qui ruisselle, un garde du cœur. Les gens du village nous voient tous les deux, le petit chien bien sage et l'aveugle heureux. Oh, nos vies se ressemblent, il vit donc je suis, tous les jours ensemble, je suis. C'est une étincelle aux yeux du bonheur. Oh, 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 la force essentielle, la vie qui ruisselle, un garde du cœur. J'ai un jour par chance retrouvé la vue, là j'ai sans clémence car lui n'y voit plus. Sa vie n'est pas vide, je suis donc il est, je deviens son guide et sa liberté. Oh, l'amitié fidèle, c'est une étincelle aux yeux du bonheur. Oh, la force essentielle. Merci à Jean-Claude Ganada qui nous chante l'amitié fidèle. Auditeur de Radio Maria, vous suivez l'émission Voici mon problème. Les thèmes du jour, comprendre et gérer le phénomène du transfert dans notre vie quotidienne. Pour participer à cette émission, vous nous appelez au 082 016 35 12, au 090 68 16 742, 084 10 78 364 et le 09 98 23 97 23. Écrivez-nous 081 99 66 0 98. On commence par ces textos de Jean Roland. Bonjour Papa André, merci pour la matière du jour. Merci aussi à toute l'équipe. Ma question, Papa, c'est sur cet adage qui dit qui s'assemble se ressemble. Est-ce que cette ressemblance est physique, mentale ou spirituelle? Ah, très bonne question, merci. Les deux, le tout, à tous les niveaux. Mais surtout au niveau, on va dire, psychologique et spirituel. Alors, quand on est honnête, on veut s'entourer des gens honnêtes. Oui. Quand on aime la belle vie nocturne, on s'ennuie auprès des gens qui vont au lit à 19h. Vous vous rendez compte? C'est un peu ça. Même si il y a des gens qui, pour se marier, disent mais je peux pas me marier avec quelqu'un qui va me demander à changer ma foi, donc ma confession religieuse. Donc c'est au niveau surtout des valeurs et des attitudes, on va dire, intérieures, psychologiques, que cet adage-là peut se comprendre. Voilà. Un autre texto. Bonjour à l'équipe de Radio Maria. Papa André, lorsque un père est soulard, il est aussi menteur et tout ce qu'il ne va pas, lorsque sa femme est enceinte, peut-il transférer toutes ces mauvaises qualités à son enfant? C'est Bernard. Merci pour la question. Oui, transférer, non pas comme on fait la transfusion sanguine, on se transmet des maladies infectieuses. Oui. C'est pas dans ce sens-là. Oui. À deux niveaux. D'abord, ses attitudes, son comportement va influencer l'atmosphère l'environnement psychologique et même physique de la famille. Ce qui aura de l'impact sur les affects de la mère déjà pendant que l'enfant est encore dans le sein, et cela va influencer donc le fonctionnement physiologique de la mère et par conséquent celui de l'enfant. Et en plus, une fois que l'enfant sera né, eh bien l'enfant pourrait apprendre, n'est-ce pas, à se comporter comme son père en voyant vivre son père. C'est un peu ça. Ça a beaucoup d'implications sur la vie de la famille en général et des enfants en particulier, dans le comportement des parents.
On va prendre aussi ces textos. Bonjour Radio Maria, bonjour Papa André, merci encore pour les sujets du jour. Comment comprendre ces transferts? Est-ce que ces transferts s'est fait pendant la conception ou dans l'éducation? C'est maman Marie-Ange. Merci beaucoup maman Marie-Ange. Quand l'enfant naît, théoriquement par là, il y a certains qui disent que nous décidons ce que nous deviendrons à 3 ans. Ça veut dire, dans nos interactions avec nos parents, eh bien, nous tirons une conclusion sur nous-mêmes, sur ce que nous valons, sur ce que valent les autres, sur ce qu'est la vie. Nous allons en parler prochainement avec la grâce de Dieu. Ce qu'on appelle la position de vie. Donc une décision que l'on a prise et qui sera comme le fil conducteur en quelque sorte, de façon tout à fait inconsciente. Nous vivons comme ça. Alors, une fois devenu adulte, mais même encore enfant, dans nos relations avec les autres, qu'il s'agisse des parents, des amis, des éducateurs, du curé, etc., eh bien, nous transposons cette expérience de la vie, de la relation avec nos parents sur les nouvelles relations. Alors, dans ma relation, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 10 ans, dans ma relation à mon professeur, en quelque sorte, je transpose la qualité de ma relation avec mes parents. C'est ça le transfert. Donc le transfert, ce n'est pas que j'apprends à vivre d'une certaine... Non, le transfert, c'est le fait que je vis dans mes relations, dans ma relation, même avec ma femme, avec mon mari, en quelque sorte, de façon inconsciente, l'expérience de ma relation avec mes parents. C'est un peu ça. Voilà, on va écouter les voices de Joseph de Marie qui va intervenir d'un moment à l'autre. Bonjour Maman Régine, bonjour Papa Itandala et merci pour cette belle émission psychologique. Voici ma première question. Lorsque le psychologue ou l'analyste, par ces questions, me rappelle automatiquement mon père, alors, et lorsqu'il me rappelle automatiquement mon père, automatiquement, il bloque en moi tout esprit d'ouverture envers lui. Comment alors, à ce niveau-là, le psychologue ou l'analyste doit se comporter pour me permettre de m'ouvrir à lui? Est-ce qu'il va appliquer un contre-transfert? Ma deuxième question. À vous entendre parler, est-ce qu'on peut conclure que l'analyste ou le psychologue ou le psychothérapeute devient une sorte de support inconscient des projections de son patient qui transfère sur lui des sentiments déjà vécus ou refoulés? S'il en est ainsi, c'est-à-dire si oui, comment alors l'analyste ou le thérapeute, qui joue le rôle de support peut à son tour transférer ce que le patient déverse sur lui ou ce que le patient, excusez-moi le mot, vomit sur lui. Pour terminer, voici une anecdote. Un patient à qui vous venez à peine de consacrer du temps entend sonner à votre porte et vous dit, je cite, « Pourquoi recevez-vous d'autres gens que moi ?» Quelle sera votre réaction à cette question en tant que psychologue, en tant qu'analyste ou psychothérapeute? Serez-vous exaspéré face à cette question? Merci pour le moment, je m'arrête là. Merci à Joseph de Marie. Papa André. Merci beaucoup pour les questions. Commençons par la première. Lorsque le psychologue me rappelle mon père, il bloque tout esprit d'ouverture envers lui. Alors le psychologue, le psychothérapeute doit-il faire un transfert? Eh bien, j'ai fait de mon mieux pour
dans ce premier temps, dans cette première causerie relative au problème de transfert, j'ai fait de mon mieux pour éviter le mot de contre-transfert, espérant qu'on y ferait allusion à la prochaine causerie. Alors voilà pourquoi je ne voudrais pas brûler 2 étapes, parce que ça demanderait beaucoup d'explications. C'est qu'il faut dire que c'est lorsque le psychologue rappelle mon père et que moi, le patient, je deviens maintenant dans le phénomène, j'entre dans le phénomène du transfert. Me rappeler mon père ne signifie pas forcément que le transfert est positif ou négatif. Si l'expérience de ma relation avec mon père a été concluante et positive, donc je veux me rapprocher davantage du psychologue, parce qu'il s'agira là d'un transfert positif. Mais si la relation que j'ai eue avec mon père était une relation, somme toute, conflictuelle, eh bien, il est fort probable que je développe là un transfert négatif, ce qui va poser des problèmes. Alors, la réaction qu'il s'agit du transfert positif ou négatif, la réaction du psychologue, c'est ce qui va déterminer ce qu'on appelle le contre-transfert. Alors là, on y reviendra prochainement. Le contre-transfert, c'est quoi? On y reviendra prochainement. L'analyste devient un support psychologique pour ces patients, n'est-ce pas? Comment il peut transférer sur ces patients ce que le patient, entre guillemets, vous avez dit, a vomi. C'est un peu le transfert. Normalement, le mot est très choisi. Le support, c'est ça. Dans une relation psychothérapeutique à proprement parler, il est demandé aux psychologues, aux psychothérapeutes d'être cette base est sûre. Le mot n'est pas mien. Donc cette expression base est sûre, je ne l'invente pas, il est hautement technique. Donc il doit être comme une base est sûre à partir de l'enfant souffrant dans le psychisme de son patient, doit apprendre à explorer le monde, à découvrir, n'est-ce pas, les aspects positifs de lui-même, de sa personnalité, de la vie et des autres. Donc, le psychothérapeute est effectivement à faire ce support psychologique, on va dire, faire un peu la mère de l'enfant, une mère suffisamment bonne pour son patient. Un patient qui reçoit en pleine séance. Je suis content que ça revienne, mais c'est un cas fictif. Comment je veux me comporter? Il est demandé au psychologue, généralement, de recevoir une personne à la fois et que le cadre soit hautement qualifié pour la sécurité de la vie privée. Donc, il ne devrait pas recevoir. Mais s'il arrivait, indépendamment de sa volonté, il doit se comporter en homme mûr. S'excuser si on frappe à la porte, qu'il s'excuse auprès de son patient et qu'il a expliqué au visiteur à la porte qu'il est occupé, il ne peut pas le recevoir, à moins qu'il s'agisse d'une urgence où la vie de quelqu'un est vraiment en danger. C'est un peu ça. Nous continuons à vous recevoir, chers auditeurs de Radio Maria. Vous nous appelez pour poser vos questions au 082 016 35 12, au 090 68 16 742, 084 10 78 364. On va prendre ces textos. Bonjour, Papa André et Maman Régine. Merci pour la matière du jour. Comment faire lorsqu'un enfant a des caractères de son père, mais refuse totalement de l'admettre et cela devient un problème? Comment aider cet enfant de 15 ans? Ça dépend. Un enfant de 15 ans avec le caractère de son père et refuse de reconnaître. De l'admettre, oui. Je sais pas comment on peut ne pas admettre son... Le problème, c'est qu'il peut s'agir d'un déni, on a parlé du déni, oui. Il peut s'agir d'un déni, il peut s'agir d'une agressivité, il peut s'agir donc d'une, on va dire, d'une révolte. Hein. Mais à 15 ans, justement, l'enfant voudrait sortir, excusez-moi cette expression, sortir un peu du pagne de sa mère, n'est-ce pas? Il revendique un peu plus d'autonomie. S'affirmer. Voilà, un peu plus d'espace, un peu s'affirmer davantage, ce qui fait que il peut se comporter en niant certaines choses. C'est un peu ça.
Donc, si ça peut, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de, je ne peux pas, il n'y a pas de prescription médicale. Il faut qu'on revoie en quelque sorte la vie, l'histoire de cet enfant-là, ce qu'on appelle l'anamnèse, et donc qu'on voit qu'est-ce qui n'a pas marché et quel est le milieu de vie de ce, comment il vit, quels sont on va dire les conditionnements dans lesquels il se trouve. C'est un peu ça. Donc, excusez-moi, je peux pas dire pour aider un enfant comme ça, il faut faire ça. Chaque matin à 7h, vous faites ceci à 10h. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, envoyez vos questions 081 99 66 098. On écoute encore Joseph. Merci, cher papa, pour les réponses à toutes mes premières questions. Voici une autre question. Lorsque ma relation, moi en tant que patient, ma relation avec mon psychothérapeute, mon psychologue ou mon analyste est à la fois authentique et artificielle à la fois, est-ce que le psychologue, l'analyste ou le thérapeute aura de bons résultats? Pour terminer, que peut-on entendre par la feinte structurale du transfert? Merci papa et bonne journée. Merci à Joseph Desmarais. À la fois, alors si ma relation est à la fois authentique et superficielle, ma relation au psychothérapeute, elle est à la fois superficielle et authentique. Est-ce que le psychothérapeute aura de bons résultats? Alors, dans un cheminement psychothérapeutique, on peut parler en termes de statistiques de la réussite, donc de la conclusion positive d'une relation d'aide. Alors, cette relation d'aide dépend bien sûr de la compétence ou des compétences, aussi bien scientifiques, humaines et même professionnelles du psychothérapeute, mais aussi de la motivation de l'individu en psychothérapie. Donc, pour que ce n'est pas que le psychologue doit travailler en solitaire et que le patient doit être passif, seulement réceptif, mais le patient aussi travaille. L'engagement du patient est autant nécessaire que celui du psychothérapeute. Ce qu'on appelle la motivation dans le processus psychothérapeutique. S'il n'y a pas de motivation de la part du patient, vous pouvez rencontrer le meilleur psychothérapeute du monde, ça ne marchera pas, c'est comme ça. Une feinte structurale, le mot c'était quoi? Structurale de la psychothérapie ou quoi? Qu'est-ce qu'on attend par la feinte structurale? J'aurais voulu qu'il soit un peu plus explicite. Excusez-moi. Merci beaucoup. Voilà. On va prendre un autre texto. Bonjour Papa André, je suis hors sujet, mais toujours dans la psychologie. Comment comprendre ou quel serait votre point de vue par rapport à notre culture où les gens ont peur d'aller chez le psychologue? Lorsqu'on voit un psychologue, on se dit qu'on est malade mental. Qu'est-ce qui est à la base de cela? Merci beaucoup. À la base, il y a surtout, je pense, il y a un peu d'ignorance. Ne pas comprendre que le psychologue n'est pas là pour les malades, seulement les gens qui ont des troubles de comportement caractérisés, des malades mentaux graves, des psychopathes. Non. Le psychologue est là pour aider les gens à se comprendre, à comprendre leur vie. On a cité beaucoup de cas ici, des gens qui veulent s'orienter sur le plan professionnel. Ce ne sont pas des gens a fortiori comme ça, a priori malades. C'est des gens bien dans leur tête, dans leur chair, et ils veulent comprendre comment s'orienter sur le plan académique ou professionnel ou autre. On peut consulter un psychologue parce qu'on voudrait harmoniser sa relation avec son futur conjoint, etc., etc. Donc le psychologue n'est pas là pour les gens qui ont des troubles graves, des troubles mentaux graves. Et d'ailleurs, de façon
à proprement parler, le psychologue ne peut pas suivre quelqu'un qui est déconnecté de la réalité, quelqu'un qui a des délires, qui a des hallucinations presque en permanence. Le psychologue ne peut pas. Pour que les psychologues travaillent, il faut un minimum de lucidité de la part du patient. Dans ce cas-là, dans un cas d'un trouble grave, on va dire un trouble psychotique, une psychose, eh bien, on a besoin plutôt d'un psychiatre qui est en quelque sorte, qui est un médecin neurologique qui s'est spécialisé, un neurologue, qui s'est spécialisé dans des troubles mentaux. Une fois que le psychiatre aura fait son travail, aura permis à l'individu de reprendre ses esprits, alors et alors seulement, le psychologue peut entrer en contact avec l'individu et commencer maintenant une psychothérapie. C'est un peu ça. Alors, ce qui explique qu'ici, chez nous, c'est un peu la culture, un peu l'ignorance, un peu la mentalité. C'est un peu comme ça. Appelez-nous, chers auditeurs, au 09 98 23 97 23, au 084 10 78 364, au 082 016 35 12 et au 090 68 16 742. Écrivez-nous au 081 99 66 098. Bonjour Papa André, permettez-moi de poser cette question car la fois passée je n'ai pas eu le temps, bien que je suis hors sujet. Ma fille qui n'a que 2 ans parle clairement et d'autres disent que cela est héréditaire car son père aussi à 2 ans il parlait clairement. J'aimerais comprendre si cela aussi peut faire partie du transfert. Merci beaucoup. Le problème de transfert n'entre pas dans l'acquisition du langage parlé articulé. C'est plutôt un problème de coefficient intellectuel. Ça veut dire l'intelligence qu'on appelle linguistique et d'un niveau tel que l'enfant parle assez précocement. Ce n'est pas ça le transfert. Le transfert, je le répète, c'est lorsque une relation que j'ai actuelle sur le plan de la religion, sur le plan du travail, sur le plan de l'amitié, sur le plan de ma vie conjugale, eh bien, si ma relation actuelle est plus ou moins influencée de façon positive ou négative par l'expérience de ma relation avec ma mère ou avec mon père. C'est en ce moment-là qu'on peut parler du transfert. Mais que je sois fort en mathématiques comme mon père, fort en géographie comme ma mère, comme mon oncle, cela n'a rien à voir avec le transfert. Joseph de Marie revient encore. On va l'écouter. Oui, cher papa, je m'explique sur la question par rapport à la feinte structurale du transfert. Lorsque le patient fait semblant, se dissimule par la ruse, il peut même piéger son analyste, feindre, dans tout ça dans le but de détourner l'attention du psychologue, de détourner l'attention du thérapeute, détourner l'attention de l'analyste pour que celui-ci ne puisse pas détecter effectivement le vrai problème du patient. Voilà pourquoi je me suis posé la question, que peut-on entendre par la feinte structurale du transfert? Merci papa. Dans un cheminement psychothérapeutique, une des causes de l'échec, si le psychologue ou le psychothérapeute n'est pas suffisamment attentif ou n'est pas suffisamment motivé ou préparé, l'une des raisons, donc, c'est que le psychothérapeute ne fasse pas attention à ce qu'on appelle les résistances. J'ai fait allusion à cela. Les résistances, c'est donc l'ensemble d'attitudes intérieures et des comportements qui constituent donc l'obstacle, des empêchements venant du patient qui empêchent
le psychologue de bien faire son travail. C'est un peu ça. Ça peut être même, ça arrive très souvent, ça peut être, pas très souvent, mais ça peut arriver. Hein. Oui. Une séduction sexuelle à proprement parler. Donc, c'est donc la gentillesse du psychologue ou de la psychologue, son empathie, sa compassion, n'est-ce pas, son accueil, eh bien, ça réchauffe le cœur du patient, de la patiente. Et la patiente peut s'agrapper dessus et dire que, inconsciemment, voilà ce que j'ai cherché. Comme il n'a pas été suffisamment nourri en termes d'affection, eh bien, il trouve un port où il va échouer. Il trouvera finalement ce qu'il cherche sans le savoir. Alors ça, c'est un transfert qui rapproche le patient du psychologue. Alors, le psychologue doit être suffisant. Il est supposé être suffisamment préparé pour gérer ce genre de situation. Et on va y revenir. Donc, cette feinte-là, ce sont des mécanismes ou plutôt des résistances au travail d'analyse. C'est un peu ça. Merci, Papa André. C'est presque déjà la fin de notre émission. On va comprendre le tout dernier texto. Bonjour, Papa André Tandala. Bonjour, Maman Régine. Merci pour la matière du jour. Papa, j'aimerais savoir, lorsque il y a un déni au niveau de l'enfant, c'est-à-dire refuse de s'affirmer tel quel, vous avez dit qu'il n'y a pas de solution. Mais dans la pratique, pour un enfant de 3 ans, comment faire pour aider cet enfant, car il est encore à l'âge de se faire aider? Très bien. Bon, si par pur hasard, j'aurais prononcé le mot « il n'y a pas de solution », je retire ça. Je n'aurais pas dû... Si vraiment j'ai dit « il n'y a pas de solution », mais je ne me rappelle pas. Dire qu'il n'y a pas de solution, c'est nier en bloc la possibilité de toute psychothérapie. La solution, il y en a, mais j'ai dit, il n'y a pas de formule toute faite, parce que chaque personne est unique. Donc on ne peut pas avoir une formule comme ça, comme dans un cas d'amibe ou je sais pas de quoi, choco, manger des fruits, etc. Vous allez non, ce n'est pas comme ça. La solution est toujours possible dans une psychothérapie. Alors, je voudrais un peu, si vous permettez, prendre 1-2 minutes pour expliquer ce qui se passerait. J'ai l'impression que on insiste là-dessus. Un déni, c'est quoi? Un déni, c'est un mécanisme de défense. On l'a déjà défini. Donc, un réflexe automatique inconscient qui nous aide à maintenir une situation, un souvenir traumatisant, n'est-ce pas, loin de nous. Voilà. Alors, dans le cas du déni, c'est le fait de se comporter devant une situation douloureuse, ressentie douloureuse sur le plan inconscient, mais qu'on refuse de reconnaître sciemment. Même si la matérialité, la réalité de la situation est sur le plan de la conscience acceptée, mais inconsciemment, on n'accepte pas. Je vais donner un exemple très typique. Vous savez, il y a des gens, des femmes, des hommes qui refusent de se remarier après la mort de leur conjoint. Pourquoi? Parce que elles sont amoureuses de celui qui est parti. Vous avez compris? Oui. Vous trouverez des dames déjà veuves, n'est-ce pas? Mais avec l'alliance. Pourquoi? Parce que non, il continue de prier avec moi, donc je suis encore lié. Donc, elle accepte. Et tout le 1er août, ici chez nous à Kinshasa, tout le 1er août de chaque année, elle va visiter la tombe du père de celui qui était le père de ses enfants. Tout à fait bien. Mais il n'accepte pas inconsciemment que cette personne est déjà partie et qu'elle doit faire sa vie. Il doit faire sa vie sans elle. Mais vivre avec celui qui est parti, mais sous un autre mode. C'est ça le déni. Alors, un déni d'un enfant, comment on peut comprendre qu'un enfant est en proie à un mécanisme de défense qu'on appelle le déni? Il faut voir comment il se comporte. Bon, un enfant, par exemple,
mettons, qui a été traumatisé dans sa relation avec sa mère. Un traumatisme survenu, n'est-ce pas, à l'occasion d'une séparation plus ou moins définitive. Eh bien, cet enfant-là peut refuser d'intégrer la perte de la mère en refusant de vivre normalement, en refusant d'interagir correctement avec la personne qui s'occupe de lui maintenant, en refusant de manger, en refusant les soins, à ne pas solliciter les soins de la personne censée s'occuper, toujours à l'écart, timide. Ça peut être indigne. Ça veut dire l'enfant, il sait, il comprend que la mère n'est plus là, mais il refuse de vivre sans cette mère-là. C'est ça le déni. Voilà, pour terminer, est-ce que l'intelligence est innée? Oui et non. L'intelligence est innée autant qu'il est acquise. Inné, ça veut dire nous avons des aptitudes, nous avons des capacités que nous recevons des gènes de nos parents. Parler ici en termes du cerveau, cette matière grise qui est l'organe de l'intelligence, on va dire ça comme ça, au sens le plus classique du terme. Mais cet organe a besoin d'un environnement social, culturel, économique pour se déployer, se développer dans toutes ses potentialités. Vous avez compris? Oui. C'est un peu ça. Voilà. Merci Papa André, un mot pour terminer. Merci à vous, merci à Papa Emma Kina, merci à tous nos chers auditeurs. Le phénomène du transfert, il peut nous gâcher la vie, tout comme il peut nous rendre la vie heureuse. Donc, il faut être attentif à cela. Les échecs, les réussites de nos relations interpersonnelles, que ce soit au niveau du travail, la profession, au niveau de notre relation avec Dieu. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Au niveau de nos relations intimes avec nos époux, nos épouses, eh bien, tout cela est aussi un problème de transfert. Ça veut dire l'actualisation de l'expérience de notre amour ou de nos conflits avec nos parents. Alors, en y faisant attention, on augmente les chances d'améliorer la qualité de nos vies et même la possibilité de nos réussites dans nos relations interpersonnelles. Merci beaucoup. Pour qui voudrait continuer, on peut faire le 085 044 22 39 ou bien le 082 20 029 18. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Maman Régie. Merci, Papa André Tandala, cher auditeur de Radio Maria. C'est par ici que nous terminons l'émission de ce jour. Le thème, c'était comprendre et gérer le phénomène du transfert dans notre vie quotidienne. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Emmanuel Kina qui nous a assisté à la technique. On se retrouve avec Papa André le mardi prochain. Rediffusion, c'est dimanche à 13h.